Homérique parce que c'est Homère, mais en même temps homérique, c'est prometteur de démesure, justement. Alors, ces colères, ces héros qui sont capables de très violents emportements, conservent cependant leur statut de héros. Et l'une des belles questions que nous aurons à nous poser, c'est de savoir comment est-ce possible. Alors, pour nous éclairer sur ces questions, deux grands spécialistes, l'un que vous connaissez déjà, qui est à ma droite, Jean-Vincent Olindre, qui est professeur de sciences politiques à l'Université de Paris 2, qui est auteur de La ruse et la force, que vous pourrez trouver sur la table du livret, et avec lequel nous avons une relation, même un partenariat privilégié, puisque le Cercle Condorcet est affilié à la Ligue de l'enseignement, et il se trouve qu'il préside la Ligue de l'enseignement au niveau du département de Lyon. Notre autre intervenant, Olivier Renaud, maître de conférence à l'Université de Paris-Nanterre, qui s'est justement, je dirais spécialement consacré à l'éducation du thumos, c'est une notion sur laquelle nous reviendrons, dans les dialogues de Platon. Et justement, le but de cette table ronde, c'est pas seulement de présenter les grands héros qui incarnent la colère, c'est aussi les premières grandes, d'aborder les grandes premières réflexions que les philosophes, notamment Platon et Aristote, ont pu mener sur la colère. Voilà, je leur laisse tout de suite la parole, à commencer par Jean-Vincent Olindre. Merci beaucoup, Patrice. Merci, Monsieur le Président. Donc, je voudrais d'abord dire, en qualité de président de la Ligue de l'enseignement, que je suis très heureux que les entretiens d'OCR subsistent, qu'ils soient aussi passionnants. Cette année, sur ce thème de la colère, la Ligue de l'enseignement soutient depuis le départ, évidemment, les Cercles Condorcet, puisque c'était une initiative de la Ligue de l'enseignement. Je vois Michel Morino qui est là et qui en était l'un des instigateurs. Et donc, évidemment, pour nous, c'est très important de soutenir cet événement à OCR, qui, je crois, votre présence ici en témoigne, est très appréciée. Bon, je reprends ma casquette donc de politiste pour vous parler d'Homère. Alors, comment parler d'Homère ? Je voudrais commencer par Victor Hugo, donc William Shakespeare, 1864. Je cite: Homère est l'énorme poète enfant, le monde naît, Homère chante, c'est l'oiseau de cette aurore. Homère, en effet, c'est le chant poétique de l'enfance, l'enfance du monde, un monde où la morale est omniprésente, mais où le poète ne juge jamais. Seuls les dieux y sont autorisés. Pourquoi Homère ? Pourquoi lire Homère aujourd'hui ? Parce que c'est une bouffée d'air pur dans un monde où l'anathème a éclipsé l'introspection, où la panique morale a envahi tout l'espace de la poésie, et où la colère ne produit rien sinon la haine de soi. Chez Homère, la colère est là, bien sûr, elle est omniprésente, mais elle reflète la complexité de l'homme, son ambivalence, sa capacité de création et d'imagination, mais aussi de destruction. La colère, homérique, dessine la frontière ô combien poreuse et perméable du bien et du mal, du juste et de l'injuste, du beau et du laid. Homère décrit l'univers, les dieux, les hommes, tel un scribe. Il découvre, à la manière de l'enfant, l'univers, les dieux, les hommes, réunis dans un même récit de fondation. Homère crée le monde en même temps qu'il le décrit. Il écrit en deçà des antinomies propres à la philosophie et en même temps il les inspire. Antinomies entre le foyer, oikos, et la cité, polis, entre le monde des dieux et le monde des humains, entre le corps et l'esprit, entre la nature, physis, et la loi, nomos. Voilà pourquoi lire Homère aujourd'hui. Alors Homère, vous le savez, est l'auteur de deux grandes épopées, entre autres, l'Iliade et l'Odyssée, deux épopées magnifiques qui nous ont été léguées tel un trésor universel. Et écoutons à nouveau Victor Hugo, toujours dans Shakespeare.
Homère, c'est la guerre et le voyage, les deux modes primitifs de la rencontre des hommes. La tente attaque la tour, le navire sonde l'inconnu, ce qui est aussi une attaque. Autour de la guerre, toutes les passions. Autour du voyage, toutes les aventures. Deux groupes gigantesques. Le premier, sanglant, se nomme l'Iliade. Le deuxième, lumineux, se nomme l'Odyssée. En effet, l'Iliade et l'Odyssée sont à lire ensemble. L'Iliade, poème de la force, selon Simone Weil, poème de la guerre, poème de la force d'Achille, où la colère du héros, j'y reviendrai, met en branle et meut le monde. L'Odyssée, c'est le poème de la ruse, le poème d'Ulysse, mais aussi le poème de la quête de soi, de l'identité comme errance et non comme essence, poème de la construction de soi. Poème aussi du groupe, de la famille, de la cité, celle d'Ulysse, Ithaque, où la colère finalement n'est que peu présente, mais où un épisode, celui de la rencontre entre Ulysse et le cyclope Polyphème, finalement constitue une exception à cette absence, ou en tout cas cette faible présence de colère. Donc bien sûr, la colère est omniprésente dans l'Iliade. Hein, c'est même le point de départ du récit. Chante, déesse, la colère d'Achille le Péléide, la colère maudite qui causa 1000 souffrances aux Achéens, chez Hadès précipita maintes âmes vaillantes de héros, et fit d'eux la proie des chiens et de tous les oiseaux dans l'accomplissement des volontés de Zeus. Alors, c'est la guerre de Troie qui nous est racontée au moment où le récit de l'Iliade commence. La guerre de Troie dure depuis 10 ans et elle a été provoquée par l'enlèvement d'une femme, Hélène, qui a été enlevée par Paris, ce qui a provoqué la guerre de Troie. Et nous avons donc Achille, qui est en quelque sorte le symbole de cette colère. Alors, qui est Achille ? Parlons de ce personnage. C'est une exception. D'ailleurs, le mot colère qui est utilisé à son sujet, le terme grec, c'est ménis, qui n'est utilisé que pour les dieux. Et Achille constituant une exception. Pourquoi est-il une exception ? Parce qu'il est issu d'une union entre un homme, Pélée, et un dieu, Thétis, qui est une divinité, une nymphe marine. Et donc il est finalement entre deux mondes, entre le monde des hommes et le monde des dieux. Et son père, ses parents ne veulent surtout pas qu'il participe à la guerre. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il est dissimulé parmi les femmes, mais découvert par Ulysse, qui le découvre et qui l'emmène combattre. Pourquoi il l'emmène combattre ? Tout simplement parce que c'est le plus grand des guerriers. Il a été plongé dans les eaux du Styx, ce fleuve infernal qui sépare les vivants et les morts, et le fait de le plonger dans l'eau du Styx a provoqué en quelque sorte sa quasi-immortalité. Il ne peut vivre comme un homme, car il n'est pas tout à fait un homme, mais il n'est pas un dieu pour autant. Et donc c'est une condition tragique, finalement, qui est celle d'Achille et qui, d'une certaine manière, détermine sa colère. Écoutons Jean-Pierre Vernant, qui est le magnifique interprète donc, de ces guerres. Achille éveille en nous, en écho, la conscience de ce qui fait l'existence humaine, limitée, déchirée, divisée, un drame où la lumière et l'ombre, la joie et la douleur, la vie et la mort sont indissociablement mêlés. Exemplaire, le destin d'Achille est marqué du sceau de l'ambiguïté. Tu parlais d'emportement, de colère comme emportement, Patrice. Chez Achille, la colère est bien plus qu'un emportement, c'est l'expression d'une condition tragique, l'expression d'un destin finalement qui ne peut déboucher que sur une mort, mais une mort qui doit être glorieuse. Une mort qui doit faire suite à une vie courte, une vie glorieuse, une vie honorable, une vie d'agathos, une vie d'homme excellent. Et au fond, la guerre est ce qui permet ce choix entre deux possibilités. Soit une vie longue et paisible, comme son père le souhaite pour lui, soit une vie courte, glorieuse, courageuse au combat, où finalement sa nature humaine, comme sa nature divine, sont révélées. La mort est pour Achille le gage de l'immortalité. La mort est ce qui lui permet en quelque sorte d'être à l'image des dieux qui l'ont enfanté. La belle mort du soldat est une manière d'être un dieu immortel. Et donc c'est la colère qui est celle d'Achille, c'est la colère du héros qui doit vivre comme un dieu en sachant que c'est au bout la mort qui l'attend, une mort évidemment humaine,
trop humaine. Donc Achille, ce n'est pas du tout la brute sanguinaire décrite dans le film 3, joué par Brad Pitt. Achille, c'est évidemment le kalos kagatos, beau et bon, la morale aristocratique, le guerrier noble qui est pris en étau dans une vie qu'il, finalement, dans un destin qu'il n'a pas tout à fait choisi. Et donc, deux épisodes de colère déterminants dans le récit, au tout début, où donc Agamemnon, le roi des rois, le roi des Grecs, doit rendre au prêtre d'Apollon, la fille du prêtre d'Apollon, Chryséis, qui a été enlevée pendant la guerre. Vous savez que parmi les butins de guerre, il y a notamment les femmes. Alors évidemment, là, on est loin d'être dans le monde du XXIe siècle, mais justement, c'est une description d'une réalité archaïque. Voilà. Et alors, mais justement, votre sentiment est très intéressant parce que, évidemment, on est choqué en lisant ça. Mais au fond, Homère nous décrit une situation. Il ne s'agit pas de le regarder avec un jugement moral, avec un jugement anachronique. Il s'agit simplement de le voir, de voir les sentiments qui sont à l'œuvre et qui sont humains, qui expriment notre déchirement. Et donc, ce qui se passe, c'est que Agamemnon a enlevé la fille du prêtre d'Apollon. Le prêtre d'Apollon et Apollon envoient une malédiction sur les Achéens et envoient la peste. Et donc, en échange, il doit rendre la jeune femme. Ce qui fait que Agamemnon se rabat sur Briséis, l'esclave Briséis, qui a été donné en butin à Achille. Et Achille tombe dans une colère froide, non pas parce qu'on lui enlève une femme, mais parce que c'est son honneur qui est mis en jeu. Ça, c'est fondamental. C'est son honneur qui est mis en jeu. Et donc, il refuse de combattre. Lui, le combattant excellent, honorable, refuse de combattre. Parce que c'est son honneur qui est atteint. Je cite, « De quel droit m'as-tu pris cela ? C'est une grande offense que tu m'as faite, tu n'es qu'un pleutre, dit-il à Agamemnon. Tu te réfugies dans les derniers rangs, tu ne sais pas ce que c'est. C'est dans le corps à corps, le face-à-face contre l'ennemi, que se joue finalement la vie. » Et donc, cette colère froide le conduit à finalement disparaître du récit. Et Agamemnon essaye, au champ neuf, de se réconcilier avec Achille. Il lui dit « Je vais te rendre Briséis, je vais te rendre ton honneur, mais c'est trop tard. » Pour Achille, c'est tout ou rien, il n'y a pas de compromis. Et donc, à la limite, Agamemnon se ridiculise et attise encore plus la colère d'Achille en croyant qu'il va pouvoir être acheté. Non, Achille ne peut pas être corrompu parce que son honneur est au-dessus de tout, la morale est au-dessus de tout, y compris au-dessus de la politique. Deuxième épisode de colère. La mort de Patrocle. La mort de Patrocle, c'est l'écuyer d'Achille. C'est aussi son ami, son cousin. Patrocle est envoyé à la guerre, mais par Achille, mais Achille lui dit de ne pas combattre. Il lui dit qu'il doit se contenter d'une attitude défensive. Donc, Achille, je l'ai dit, est dans sa tente, il est replié, il ne veut pas combattre, mais il envoie Patrocle en lui disant « Tu dois te contenter de chasser l'ennemi et tu reviendras à ce moment-là pour me laisser le privilège du combat singulier, du face-à-face et de la victoire. » Mais Patrocle ne suit pas l'ordre de son ami, ne suit pas aussi l'ordre de son maître. On est dans une société très aristocratique, très hiérarchique. Et poussé par Zeus, il va au-devant du combat et il meurt sous les coups d'Hector. Et donc, c'est ce qui provoque une colère non plus froide, mais chaude, pour reprendre la distinction de Pascal Perrineau hier, une colère qui est une fureur, qui est aussi une douleur, la douleur d'avoir perdu son ami, mais surtout, là encore une fois, une question d'honneur. Parce que Patrocle n'a pas suivi l'ordre de son maître. Il est allé combattre alors qu'Achille lui avait dit de ne pas le faire. Et donc, à nouveau, c'est l'honneur qui est atteint. À nouveau, c'est la morale aristocratique du héros qui est mise en question. Achille est plein de douleur, mais il est aussi atteint dans son identité de héros. Et donc, c'est à lui désormais de combattre. C'est à lui désormais de prendre le risque de la mort et d'aller vers la mort, car c'est son choix,
car Achille, dès le départ, a choisi la mort rapide et la mort du héros. Et ce qui finalement arrive, comme vous le savez, à la fin du récit. Alors voilà pourquoi Achille, par ses colères froides et chaudes, incarne la colère homérique. Et puis donc, je termine là-dessus, en quelques minutes, je crois qu'il m'en reste 3. Je me suis... 4-5, formidable. Ulysse. Bon, dans La ruse et la force, il est vrai que je fais un sort assez dur à Achille. Et j'ai voulu, à travers la présentation que je vous ai faite, vous montrer à quel point la situation d'Achille est complexe. Achille, j'ai tendance à le présenter dans le livre comme un guerrier qui ne voit que la force et qui ne voit pas toute l'importance de la ruse, mais vous voyez à quel point la situation d'Achille est compliquée. Ulysse, c'est un être humain, c'est pas un homme mi-dieu, il n'est pas mi-dieu, mi-homme, il est un être humain, il est malingre, il n'a pas les qualités physiques et morales d'Achille, et c'est pour ça qu'il est rusé. Il est rusé, et donc son parcours est celui de ruses qui vont lui permettre tout au long de l'Odyssée de se sortir de situations complexes. C'est par la ruse qu'il découvre Achille déguisé en femme, puisque Ulysse, pour donc amadouer Achille, sort un poignard en fait, et donc Achille, grimé en femme, va voir le poignard, et là c'est là qu'on découvre qu'il est un combattant, qu'il est un guerrier, qu'il est un homme. Et donc c'est par la ruse qu'Achille se retrouve, par la ruse d'Ulysse qu'Achille se retrouve combattant, alors que ses parents ne voulaient pas qu'il aille à la guerre. C'est par la ruse qu'évidemment Ulysse, c'est raconté dans Virgile essentiellement, c'est par la ruse qu'Ulysse fait vaincre les Grecs à Troie, par la ruse du cheval de Troie. C'est par la ruse enfin qu'Ulysse trompe le cyclope Polyphème en faisant boire le cyclope Polyphème qui a emprisonné les Grecs dans une grotte. Le cyclope emprisonne les Grecs dans une grotte, dans sa grotte, et par une ruse, par un stratagème, Ulysse parvient à se dégager de ce faux pas en crevant finalement l'œil de Polyphème. Et à ce moment-là, Polyphème se rend compte qu'il a été berné et il hurle de colère. Il hurle de colère à l'endroit d'Homère parce que finalement Polyphème se rend compte qu'il a été trompé. Et d'autant plus trompé que Ulysse ne s'est pas présenté comme Ulysse. Il s'est présenté comme personne. Je suis personne, je suis rien, je suis Outis, personne. Il s'est dissimulé, caractéristique essentielle de la ruse. Sauf que cette ruse systématique d'Ulysse, évidemment, est aux antipodes de ce que j'ai décrit à propos d'Achille. Ulysse n'est pas un vrai héros, il ne va pas au face-à-face, sans cesse il contourne. Et à un moment donné, face à la colère de Polyphème, lui-même se met en colère, Ulysse se met en colère, face aux provocations que lui envoie Polyphème, et il se dévoile. Et il dit, je suis en effet... si quelqu'un, je cite, si quelqu'un des mortels te pose des questions, Cyclope, sur le sort indigne qui fut fait à ton œil et te rendit aveugle, dis-lui que c'est Ulysse, saccageur de cité, qui t'a aveuglé, le fils de Laërte, ayant son logis en Ithaque. Il se dévoile, il se met en colère. C'est la colère, c'est cet emportement qui le fait se découvrir. Mais pourquoi se met-il en colère? Il se met en colère parce qu'il a le sentiment de ne pas être un vrai héros, de ne pas avoir combattu. Et finalement, c'est son identité de héros troublé, de héros complexe qui réapparaît, avec l'idée qu'au fond, c'est le modèle d'Achille qui prévaut sur celui d'Ulysse. Merci beaucoup. Merci pour ce très beau portrait du personnage homérique et colérique. On va tout de suite passer la parole à Olivier Renaud, après quoi ils pourront débattre à la fois, échanger en tout cas entre eux et échanger avec le public. Bien, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. C'est d'autant plus un plaisir pour moi de converser que les exemples qui ont été pris à l'instant, et les portraits d'Achille et d'Ulysse sont au cœur de mes propres réflexions sur Platon et Aristote.
Je vais commencer par une remarque. Je suis philosophe de formation et il faut se représenter Platon et Aristote comme étant, on est au 5e siècle, 4e siècle, on est dans une période qu'on appelle de renouveau homérique. On réfléchit sur ces paradigmes de colère que sont Achille et Ulysse et on les commente. Ils sont, à l'époque de Platon et d'Aristote, des véritables problèmes. Platon, au livre 10 de la République, rappelle que Homère est le plus grand éducateur de la Grèce. On vit par Homère, on vit en récitant Homère, on apprend par Homère, et donc on apprend aussi un certain nombre de sentiments et de passions à les exprimer, à en chercher les raisons et éventuellement à les critiquer. Avant de commencer, j'ai 3 petits points à vous exposer. Ce qui peut-être va différencier, et puis ce qui fait écho avec la présentation qui précède, c'est que Platon et Aristote, bien évidemment, sont conscients de traiter de la colère comme une passion qui est bien sûr celle des héros, Achille et Ulysse. Seulement, en Grèce et dans l'Athènes classique, l'Athènes démocratique, tout le monde n'est pas un héros. Et on a des colères ordinaires. C'est aussi la colère des gens de peu. Alors, pas de tous les gens de peu, puisque, vous le savez, la démocratie athénienne n'est pas, disons, si représentative que ça. Et la colère est souvent l'apanage des puissants, mais malgré tout, ça va devenir un problème pour Platon et Aristote d'essayer de définir la colère à travers ces paradigmes héroïques, justement pour essayer de rendre compte de la colère de tous les jours. La colère de quand on se fait insulter, la colère de lorsqu'on est malade et quand on nous refuse des soins, la colère de l'amoureux lorsqu'il n'obtient pas satisfaction auprès de son aimé ou de son aimé. Et donc c'est tout ça que Platon et Aristote vont essayer de définir. Mon premier point est celui d'une tentative de définition philosophique de la colère. À vrai dire, il y en a peu en fait avant Platon et Aristote, et en particulier on la doit à Aristote dans une définition que je vais vous lire, dans un traité qui s'appelle La rhétorique au livre 2. Et le contexte est le suivant, c'est apprendre aux apprentis orateurs une technique pour, alors c'est l'objet du livre 2, pour susciter et calmer les passions, non pas seulement parce que, on le sait tous, s'adresser à un public, il faut savoir manipuler correctement les passions parce que c'est un instrument fort, mais Aristote ajoutera peut-être au livre 2, bien que ce soit contesté, peut-être aussi que la colère et d'autres passions sont en elles-mêmes des arguments. Et c'est la raison pour laquelle il va tenter de ramasser en une définition qui est, bon voilà, vous allez me dire ensuite ce que vous allez penser de cette définition, mais personnellement je la trouve encore aujourd'hui parfaitement complète et très intelligible. Je vous la lis, donc c'est au livre 2, chapitre 2 de la rhétorique. Disons donc que la colère est le désir, accompagné de douleur, de ce qui apparaît comme une vengeance, donc désir de ce qui apparaît comme une vengeance, causé par ce qui apparaît comme une dépréciation, provenant de quelqu'un, venant de quelqu'un dont il ne convient pas qu'il déprécie ce qui a trait à la personne elle-même ou à ses proches. Alors, pardon pour le style, c'est toujours un peu sec, et c'est pas Platon, Aristote, mais voilà, c'est ainsi. Je reviens sur cette définition, sur quelques points de cette définition. D'abord, la colère est définie comme un désir. Bon, c'est curieux, cette idée de désir. Qu'est-ce qu'il faut entendre par désir? Désir de vengeance. Un désir, chez Aristote ou chez Platon d'ailleurs, ça a toujours ce qu'on appelle un objet intentionnel, ou ce que d'autres philosophes appellent des formes intentionnelles. On ne peut pas être en colère abstraitement. On est en colère pour une raison précise et pour un objet précis, et qui vise un objet précis. C'est ça un objet intentionnel.
Et donc, bien sûr, pour Platon et Aristote, le meilleur moyen de rendre compte de cet objet intentionnel, c'est de dire qu'il y a une tendance de l'individu vers cet objet, pour l'acquisition ou pour la satisfaction de cet objet. Donc c'est un désir. Donc ça, c'est un premier point. Un désir qui place un objet intentionnel. Deuxième point, c'est une douleur. Bon, on imagine mal que ça puisse être autrement. Pourquoi c'est une douleur? Parce qu'il y a quelque chose qui m'a été pris, volé, et quelque chose dont je manque. On va tout de suite voir de quoi il s'agit, mais ça a été dit un petit peu. Il s'agit d'une question d'honneur. Donc c'est une douleur. Mais Aristote ajoute, juste après, à la suite du chapitre 2, et en prenant justement l'exemple d'Achille, en disant « Mais en réalité, la colère, on peut s'y complaire. Il y a un certain plaisir à cette colère. Elle coule comme le miel sur les poumons des hommes. » Et Aristote cite ici Homère qui essaie de qualifier justement cette colère. D'où vient ce plaisir de la colère et pourquoi on peut s'y complaire? Précisément parce que on imagine la vengeance et on imagine par cette anticipation de cette vengeance, on y prend précisément un certain plaisir. Troisième point de cette définition, c'est le rôle de l'apparence dans cette définition. Alors c'est très compliqué à commenter, je trouve. C'est la colère, nous dit Aristote, de ce qui apparaît comme une vengeance. Comment le comprendre? Probablement comme ce qui, moi, m'apparaît comme étant la vengeance que mon adversaire mérite. Mais c'est aussi, ça veut dire aussi, c'est probablement pas ce sens-là, mais ça peut vouloir dire aussi, il faut que ce soit une vengeance publique, notoire, qui soit vue, sue, entendue, diffusée. De la même manière, il faut que l'apparence intervient dans la définition comme une dépréciation, causée par ce qui apparaît comme une dépréciation. C'est-à-dire que même si je ne suis pas personnellement touché par ce qui m'arrive, si on entame mon honneur, c'est-à-dire mon statut public, mes responsabilités publiques, alors je dois effectivement intervenir et me mettre en colère. C'est la raison pour laquelle, justement, la colère est une question de pouvoir. Je fais juste une incursion. Récemment, une philosophe américaine dont je suis souvent les travaux, Martha Nussbaum, mais l'ouvrage n'est pas encore traduit, dans un ouvrage qui s'appelle Anger and Forgiveness, elle dit la colère ne peut pas être une émotion démocratique. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la colère est toujours l'apanage des puissants. Ça n'a jamais été l'apanage des faibles. Et ça a toujours été, depuis les Grecs, on peut discuter, mais quelque chose qui est justement qui est lié à la possession d'un pouvoir et d'une puissance dont on a privé. Je peux faire 2-3 points. Je vais juste m'arrêter à la définition d'Aristote. Là j'en viens cette fois au problème qui a été évoqué par Jean-Vincent un instant sur les deux figures de colère. Aristote nous dit la colère a une cause, c'est ce qu'il appelle la dépréciation, oligoria, le fait d'être minimisé. Alors c'est très concret, c'est un défaut de réputation, c'est une privation injuste de ce concept très important qui est l'honneur, en grec timé. Et je voudrais dire deux choses sur cette question d'honneur, qui est un concept très compliqué chez les Grecs. C'est pas du tout seulement, on va dire, le fait que j'ai un statut social et du pouvoir. C'est pas ça seulement. Achille, lorsqu'il se met en colère contre Agamemnon, parce qu'on veut lui reprendre son butin, qu'est-ce qui se passe? Il est privé de Timée, et c'est pas seulement pour sa personne. Ça veut dire que Agamemnon, quand il lui réclame son butin, c'est comme si on disait qu'Achille, en réalité, n'avait aucune espèce d'importance aux yeux de tous les Achéens. C'est ça que ça veut dire. Et donc, on lui dénie aussi sa responsabilité et son pouvoir. Ce que je veux dire simplement, en quelques mots, c'est le concept de timée ou d'honneur chez les Grecs est
probablement encore aussi, on en a quelques traces aujourd'hui, c'est que je possède un sentiment, un sens de l'honneur, mais ce sens de l'honneur, j'en suis dépositaire aussi auprès d'un certain public face auquel j'ai des responsabilités. Ce public, il peut m'enlever cet honneur dès lors que je ne réponds pas précisément ni à leurs besoins, ni... voilà, c'est quelque chose de tout à fait patent dans l'Iliade. Hein. Hector lui-même dit « j'ai honte, j'aurais honte de perdre mon honneur en n'allant pas combattre Achille alors que je n'ai aucune chance face à lui, mais néanmoins il faut que j'aille au combat, c'est une question d'honneur. Pas seulement pour moi, mais aussi pour Andromaque et pour la totalité des Troyens. » Alors qu'est-ce que nous dit Aristote et Platon, hein. Je ne vais pas développer Platon, on pourra y revenir dans la discussion, mais pour disons, conclure sur Aristote, sur cette définition, qu'est-ce qu'il en dit? D'abord, et j'espère que ça fera écho aussi aux interventions que j'ai eu la chance d'entendre ce matin, malheureusement pas celle d'hier, mais d'abord, la colère, c'est quelque chose de très problématique, à la fois pour Platon et pour Aristote, pour 3 raisons. Première raison, d'abord, la colère est toujours personnelle. C'est un sentiment personnel. Et Aristote a des pages très éclairantes, alors peut-être qu'elles vont vous paraître bizarres, mais en disant qu'on ne peut jamais se mettre en colère, on dit Aristote, contre un genre, c'est-à-dire contre une masse, contre une totalité ou contre une espèce. On n'est pas en colère contre les sycophantes. On est toujours en colère, nous dit Aristote, contre Socrate ou Callias, ou contre Macron. Elle est personnalisée, la colère, toujours. On a beau dire, aujourd'hui, qu'on peut être en colère contre le capitalisme ou en colère contre je sais pas moi, la classe politique, Aristote dirait qu'en fait, non, ça n'est pas de la colère. Enfin, en tout cas, ce serait plutôt de la haine, selon lui. La colère est toujours personnalisée, pour 2 raisons. D'abord, parce que, et c'est le fonctionnement psychologique même de la colère, pour que ma colère puisse exister, il faut que j'ai un désir de vengeance. Or, cette vengeance, c'est quoi? C'est imaginer que l'autre puisse souffrir exactement la même chose que moi. Donc, elle est personnelle. Je ne peux pas imaginer qu'une classe ou qu'un concept, par exemple le capitalisme, puisse souffrir ce qu'il m'a fait subir. Ça n'est pas possible. Deuxième raison pour laquelle la colère est un problème pour Aristote. La colère, certes, est un sentiment de réaction à la justice. Sauf que la colère est une erreur de proportion. Elle commet une erreur de proportion. Elle est souvent excessive. Donc c'est un sens de la justice, c'est vrai. Et en ce sens-là, elle est morale. Elle peut être morale. C'est ce que ça peut vouloir dire parfois dans l'Iliade et l'Odyssée. Mais elle fait des erreurs de proportion, et Jean-Vincent a pris l'exemple tout à l'heure d'Achille. La seconde colère d'Achille, qu'est-ce qui se passe à la fin de l'Iliade, chant 24, Apollon arrive à propos des dieux et dit « Arrêtez cette bête monstrueuse qu'est Achille, qui ne connaît que pensée féroce, entraînant le corps d'Hector, et il faut l'arrêter. La colère, c'est une bestialité. » Pas au début, pas au chant 1, mais au chant 24, elle se transforme en bestialité. Je conclus sur mes 2 derniers points problématiques sur la colère. La colère est une réclamation de pouvoir. En tout cas, oui, on réclame le pouvoir dont on nous a privés. Sans considération d'ailleurs de ceux qui ne manifestent pas leur colère. Ça, c'est un problème aussi chez Aristote, puisque ceux qui sont en colère, c'est ceux qui vont... C'est ceux qui, justement, à qui ça va payer, pas les autres. La colère donne du pouvoir. Elle donne du pouvoir. Et c'est pour ça que je rejoindrai aussi souvent les analyses de Nussbaum. Elle est souvent l'apanage des puissants, ou en tout cas de ceux qui aspirent à être puissants. Est-ce qu'il y a des colères dans les textes antiques de gens de peu? Alors personnellement, moi je n'en ai pas vu trop d'exemples de ce type. La colère, si on voulait prendre un terme contemporain, c'est l'empowerment. C'est vraiment le fait qu'on est dans quelque chose de, disons, dans un désir d'avoir plus de pouvoir.
Et je terminerai sur une dernière phrase. Il y a peut-être une solution qui est évoquée par Aristote au chapitre 9 de la rhétorique du livre 2. Peut-être que la solution, c'est de ne pas s'en tenir à cette colère personnelle, mais de faire appel à ce qu'il appelle l'indignation, c'est la némésis, qui est une colère non pas personnelle, mais qui justement s'étend à la société tout entière, et qui nous dirait la chose très simple. Il faut qu'on aille vers une justice distributive un peu plus correcte. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ce qui est très frappant dans cette table ronde et dans vos interventions, c'est à quel point on est loin de ce dont nous parlions ce matin, des colères populaires, puisqu'on a essentiellement finalement évoqué des colères héroïques, la plupart du temps inspirées par le sentiment de l'honneur bafoué, mais même en retenant cette idée des colères qui sont peut-être les plus justifiées, elles restent quand même, les unes comme les autres, et d'une certaine façon, vous l'avez souligné, en contradiction avec ce que la culture grecque valorise, ou plutôt ce qu'elle dévalorise, à savoir la démesure, l'hubris. Même la colère d'Achille, surtout la seconde que tu as évoquée, est une démesure. D'où la question, comment est-ce compatible avec le statut du héros, alors que c'est une grave atteinte à l'une des valeurs essentielles de la culture grecque. Et je vous pose la question à tous les deux. Oui, effectivement, le monde d'Homère, quand j'ai évoqué la question de la relation aux femmes comme butin de guerre, est vraiment significatif. Le monde d'Homère, c'est un monde qui est évidemment totalement étranger au nôtre. En tout cas, pour ce qui concerne peut-être les relations de pouvoir. Cette dimension aristocratique, elle nous parle encore jusqu'à un certain point. Le rapport au puissant, le rapport au pouvoir, et comme Olivier l'a bien montré, c'est quelque chose qui reste évidemment une base continue de la réflexion sur la politique, sur la société, etc. Mais le monde qui est décrit, c'est un monde héroïque, aristocratique, qui n'est pas, disons, le monde de la société démocratique décrit par Tocqueville. Et donc c'est justement ce décentrement par rapport au monde qui est le nôtre, je l'ai dit, qui est un monde qui... c'est pour ça que j'ai fait cette introduction, qui est beaucoup plus dans le jugement immédiat par rapport à des situations humaines qu'Homère, qui finalement, moi je trouve, retranscrit avec beaucoup de finesse et de profondeur l'ambivalence du monde et l'ambivalence de l'humain qu'à mon avis on a de plus en plus de mal à percevoir et à saisir. La colère chaude d'Achille, c'est en effet une colère qui débouche sur l'hubris, et notamment l'épisode d'Hector que tu as bien fait de mentionner, Olivier. Ce moment où en effet Hector est tué par Achille et il est attaché au char d'Achille et où il est finalement un peu humilié lui-même. Parce que le sort qui est fait aux morts et à la dépouille est quelque chose qui est fondamental dans la morale grecque. Hein. Le respect dû aux morts, c'est quelque chose qui est absolument décisif. Mais en même temps, ce qui a provoqué la colère chaude, ce qui a été à l'origine de la colère chaude, c'est pas entièrement l'hubris, c'est précisément cette question d'honneur et le fait que Patrocle n'a pas suivi l'ordre que lui avait donné son maître. Donc il y a, y compris dans la colère chaude, une ambivalence entre d'un côté le rapport à la relation que Patrocle et Achille entretenaient humainement, personnellement, mais aussi d'une certaine façon politiquement. Et donc ça, c'est très important, c'est-à-dire que finalement, c'est du domaine de l'indécidable. C'est-à-dire que cette ambivalence, elle ne peut pas être résolue. C'est précisément, comment dirais-je, l'Iliade, c'est une tragédie. C'est une tragédie. Et c'est une description du monde humain comme tragique, et le tragique est quand même une des données de l'expérience humaine.
qu'il faut avoir à l'esprit et que finalement, à travers nos jugements hâtifs, on a de plus en plus de mal à saisir. Et la poésie d'Homère nous l'a fait percevoir, et c'est pour ça que ça nous parle. Oui, du point de vue philosophique, je suis tout à fait en accord avec ce qui vient d'être dit. La colère est de toute façon un sentiment ambivalent, et il me semble que ni Homère, contrairement à ce qu'on entend parfois, ni Platon ni Aristote ne sont ni dans une apologie de la colère, ça c'est clair, ni non plus dans une condamnation absolue. Platon, dont je n'ai pas parlé, mais c'est très net. Enfin, autant il est capable, par exemple au livre 4 de la République, en prenant l'exemple d'Ulysse, de dire qu'il est sain parfois d'obéir à sa propre raison plutôt que d'écouter sa propre colère afin d'obtenir justice. Mais il le rappelle pourtant au début du livre 4, une justice qui ne serait pas soutenue par un ensemble de sensibilités ou d'émotions ou disons, de comportements spontanés qui relèvent, eux, de la colère, elle ne sera pas efficace, cette justice. Et donc, en un certain sens, il est nécessaire, à la fois pour Platon et pour Aristote, de reposer de faire reposer en fait ce sentiment de justice sur des choses dont ils savent eux-mêmes très bien que la raison a peu prise sur ces choses. Alors, il y a des moyens. Un des moyens qui est, disons, déployé par Aristote, notamment dans la rhétorique, c'est justement la puissance du discours. Et la puissance du discours, pas seulement de la démonstration et du raisonnement, mais aussi d'autres types de discours qui relèvent davantage de l'éloge et du blâme, enfin bon, bref, de tous les genres de la rhétorique. Mais l'idée principale, c'est que on suppose que l'émotion de colère a dans son fond quelque chose qui est capable d'entendre raison. Quelque chose, une partie. Pas tout à fait, une partie. Oui, ou la colère qui est capable de se mettre, comme le dit Platon, du côté de la raison, et pas nécessairement du côté de nos appétits, etc. Vous êtes donc bien d'accord pour souligner, si je comprends bien l'un et l'autre, l'ambivalence de la colère. Est-ce que vous faites la même idée de cette ambivalence? Est-ce qu'elle est fondée à la lecture d'Homère d'un côté et à la lecture des philosophes? Est-ce qu'elle est fondée de la même manière? Oui, alors, bon, c'est pas tout à fait une opinion que j'ai envie de donner, mais c'est vrai que du point de vue du philosophe, il est sûr que là, on a une question de destinataire du discours. Le destinataire du discours philosophique, nécessairement, et surtout avec Platon et Aristote, va aboutir à des résultats probablement différents sur le sens de la colère. Pourquoi? Parce que on part, et ça c'est l'apport, disons, de Platon dans la République, on part d'une partition, enfin d'une distinction qui est quand même très nette, et que vous n'allez pas retrouver chez Homère, entre ce qu'on entend trop souvent, des fois, mais qui est fondé dans les textes philosophiques, entre les passions d'une part, les pathèques, et puis le logos, la raison, ou l'intelligence, le nous. Donc, quand même, pour Platon, c'est deux ordres de réalité et du coup d'action qui sont absolument différents. Il revient peut-être à Aristote d'être plus souple sur la manière dont on va articuler ces deux ordres, quoique, j'en suis même pas sûr, mais alors que chez Homère, j'aurais tendance à dire que non, qu'il y a une continuité entre l'ordre des raisons et l'ordre des passions, à supposer qu'il ait même fait la différence. Voilà. Oui. Effectivement, un des points qui distingue Achille et Ulysse,
c'est le rapport aux politiques, qui est quand même traité chez Homère, mais justement en deçà, c'est pour ça que j'ai employé l'expression en deçà, non pas seulement sur le plan chronologique, mais y compris sur le plan du type de raisonnement et du type d'expression, en deçà des grandes distinctions, dont celle que Olivier vient de mentionner, en deçà des distinctions philosophiques classiques. Et de ce point de vue-là, mais il y a quand même un rapport aux politiques, un rapport à la communauté, un rapport au pouvoir, un rapport aux relations en tant qu'elles sont à la fois rationnelles et passionnelles. Et Achille, pour vraiment employer une expression qui est sans doute vraiment trop schématique, mais qui parlera aux enfants, il joue perso. Voilà. Il joue perso, c'est-à-dire qu'au fond, pour lui, bien sûr, il y a ce qu'il représente pour les autres, mais finalement, ce moment où à la fois il va traîner le corps d'Hector et où il va aller au-devant de la mort, c'est un choix qui l'éloigne de l'objectif, disons, rationnel de la guerre, qui est la victoire. Achille, ce qu'il recherche, c'est la mort. C'est la mort en tant qu'elle correspond à l'idée de l'honneur qu'il s'en fait. C'est pour ça que c'est quelque chose qui a un certain sens aujourd'hui, mais dans la mort patriotique aujourd'hui, quand on a eu l'exemple l'année dernière à travers les deux forces spéciales deux agents des forces spéciales qui sont morts pour délivrer des otages en Afrique, cette mort, elle a un sens parce qu'elle n'est pas une mort recherchée, elle est au contraire une mort évitée, c'est une mort qui est considérée comme une hypothèse, comme une possibilité, mais c'est une mort qui est justifiée par l'intérêt national, par le rapport à la cité. Achille, cette question, bien sûr, il considère qu'il est invincible, qu'il doit vaincre, mais cette question de la rationalité stratégique et politique lui est un peu étrangère. Ce qui n'est pas le cas d'Ulysse, puisque Ulysse met en branle sa ruse pour vaincre. Le cheval de Troie, c'est une ruse de guerre pour vaincre, et de même que les ruses qu'il va déployer pour sauver sa vie, c'est parce qu'il est attaché à la vie, qu'il est profondément homme, et profondément attaché aux siens, à sa famille, à son épouse, à ses enfants, et à sa cité. Et donc ces deux rapports à la réalité qui sont tout à fait différents, mais qui sont extrêmement parlants, je pense, j'espère, aujourd'hui. Mais on n'a pas nécessairement besoin, ou en tout cas ça ne recouvre pas nécessairement le discours philosophique, ça vient s'ajouter, ça vient compléter le discours philosophique, ou le discours philosophique à l'inverse vient compléter ce discours de l'épopée homérique. Une dernière question avant qu'on donne la parole au public. Vous avez essentiellement évoqué Aristote, très peu Platon, faute de temps probablement. Mais je voudrais vous en donner l'occasion parce que je vois quand même une très grande différence entre Aristote et Platon dans leurs analyses. Vous avez souligné que chez Aristote, la colère, elle est spécifiquement bien axée sur un objet. Il me semble que chez Platon, c'est l'inverse. C'est l'inverse dans la fameuse tripartition de l'âme dans la République 4, lorsqu'il fait une place particulière à côté de la partie résonante et de la partie désirante, lorsqu'il fait une place particulière, au thumos, on dit thumos parce qu'on ne sait pas très bien comment le traduire, une sorte d'élan. Cet élan peut inspirer aussi bien le courage du guerrier, que les sentiments les plus vifs et les plus condamnables, et la colère elle-même. Alors, certains traducteurs de Platon sont eux-mêmes très gênés, parce que certains, à commencer par Victor Cousin, traduisent carrément le thumos par la colère. D'autres, je pense à Léon Robin en particulier, le traduit par la force, l'ardeur des sentiments, quelque chose comme ça. Deux choses très différentes. Deux choses très différentes qui laissent penser que le thumos est une disposition générale, sans objet elle-même, et qui peut se diriger, pour le meilleur et pour le pire, si on peut dire simplement, vers les objets les plus divers, valorisants ou dévalorisants. Vous pouvez nous dire un mot là-dessus? Oui, merci de m'en donner l'occasion. Enfin, j'adore je suis plus amoureux de Platon que d'Aristote, vous l'avez peut-être perçu. Donc, thumos,
Tumos, on traduit effectivement par colère, ardeur. Ces traductions sont tout à fait possibles. Ce qu'il faut entendre, en fait, et du coup, ça me permet de rebondir sur ce que Jean-Vincent a présenté. Tumos, c'est un terme homérique, d'abord. Disons, c'est l'esprit. C'est l'esprit du héros, c'est ce par quoi je parle, ce par quoi je pense, ce par quoi je suis affecté chez Homère. Ça ne veut pas seulement dire la colère, d'ailleurs, chez Homère. Hein. La majeure partie du temps, ça ne veut jamais dire colère. On traduit par... Enfin, c'est plutôt kolos, actos, etc. Dans la tradition homérique. Et pourquoi Platon prend Tumos, justement? Parce que il n'est pas du tout intéressé, contrairement à Aristote, par ce qu'elle veut dire, la colère. Il est intéressé du fait, à mon sens, hein, parce que c'est une disposition que j'ai envers moi-même. Quand il fait la tripartition de l'âme, on a d'un côté des désirs très faciles, visiblement à voir, c'est le désir de la faim, c'est la soif, le désir sexuel et le désir d'argent. Ensuite, on a d'autres types de tendances qui sont des tendances rationnelles, le plaisir d'apprendre, des choses comme ça. Et on a effectivement une partie intermédiaire, qui est le tumos. Alors, qui est quoi? C'est difficile à dire, c'est une relation de soi à soi qui me met dans un certain état par rapport à mes propres désirs. Donc, par exemple, je suis en colère contre moi-même, j'ai honte de moi-même, je me dégoûte moi-même. Tout ça, ce sont des sentiments ou des dispositions dont Platon nous dit qu'elles sont les commentateurs contemporains diraient des passions de second ordre. C'est ce par quoi je me vois moi-même étant affecté. Et la colère fait partie de ces dispositions-là. Donc il n'est pas du tout intéressé par l'idée, par ce contre quoi je suis en colère, mais plutôt par la manière dont, lorsque je suis en colère, comment je vais m'en sortir. Et surtout, quel sens je vais pouvoir lui donner. C'est plutôt ça. Voilà. Bien, merci. On va pouvoir donner... la parole à l'auditoire pour poser, je le rappelle, c'est un peu la règle, des questions aussi précises que possible. Merci. Merci beaucoup pour votre prestation. Oui. Mais vous m'avez mis en colère. Vous m'avez mis en colère. Parce que ça me donne envie de lire Platon, de lire Aristote, de lire Homère. Et malheureusement, je pense que je n'aurai pas le temps. Ceci dit, Jean-Vincent, dans le cadre de lire et faire lire, m'aurait permis de lire des passages que je chercherais de l'Iliade et l'Odyssée aux petits-enfants. Quant à Platon et Aristote, peut-être on le lira à moi. Voilà. Et la question, quand même, c'est est-ce que vous pensez que notre Jupiter, c'est plutôt Achille ou plutôt Ulysse? J'ai une question qui n'est pas très éloignée de celle-là. C'est en quoi, précisément, ce que vous venez de nous dire peut nous aider à comprendre la situation actuelle? Je vais chercher à définir, est-ce que ce n'est pas l'envie de l'estime de soi? L'envie de l'estime de soi. Oh, une autre question, on va faire la collection des questions là. Alors. Oui, moi j'aurais deux petites questions à vous poser sur Achille, sur Ulysse d'abord. Vous avez dit qu'Ulysse était un homme ordinaire, mais en tant que femme ordinaire, je ne bénéficie pas comme lui de la ligne directe avec Athéna qui intervient auprès de moi à chaque fois que j'ai un souci. Deuxièmement, l'Odyssée, récit de voyage certes, mais la moitié de l'Odyssée se déroule à Ithaque. Et je voulais vous demander si la vengeance d'Ulysse contre les prétendants qui ont déshonoré son foyer et contre les servantes qui ont trahi, n'est-elle pas elle la vraie colère et
en plus une reprise de son royaume. Quant à Achille, certes vous avez dit qu'il recherche la mort, mais dans l'Odyssée, lorsque Ulysse évoque son ombre et rencontre Achille, Achille exprime des regrets extrêmement profonds par rapport au choix qu'il a pu faire, et je trouve que c'est un moment où Achille est terriblement humain et terriblement émouvant. Une autre question, Pascal. Oui. D'abord, merci pour ces deux regards passionnants sur les collèges oniriques. Une remarque, le monde que vous nous avez décrit, c'est le monde des colères aristocratiques, des héros. Et la question que je pose, qui prolonge celle de Michel, c'est que comment penser aujourd'hui, il y a certainement des colères des héros, de nouveaux héros, c'est comment penser les colères populaires, et qui a priori sont exclus de ce monde, n'auraient rien à partager avec les colères aristocratiques. Or pourtant vous avez dit, en effet, un des ressorts de la colère, c'est la dépréciation. Alors on voit très bien la dépréciation pour Achille, très bien. Mais au fond, quand on pense aujourd'hui les catégories populaires, il y a des processus de dépréciation liés également à des pertes. Et je dirais à deux types de pertes. Des pertes qui sont des pertes objectives de ce que les catégories populaires, pour reprendre ce qui était dit ce matin, ont pu gagner dans le long processus qui commence après la guerre de l'État social, ce qu'on appelle les fameux acquis sociaux. Et là, on voit bien comment, dans le mouvement de la globalisation, objectivement, certaines catégories populaires, pas toutes, mais certaines catégories populaires ont connu une dépréciation objective de leurs conditions de vie. Ils ont perdu quelque chose. Et puis, il y a la perte, j'allais dire, beaucoup plus symbolique. Les catégories populaires appartenaient à un monde très constitué depuis des décennies de la représentation politique et de la représentation syndicale. Il y avait toute une série d'instances, le Parti communiste qui se présentait comme parti de la classe ouvrière, les syndicats, dans un univers un peu différent aussi l'Église. Il y avait toute une série d'acteurs qui donnaient une position, un acquis sur le terrain symbolique à ces catégories. Alors, il faut bien reconnaître que depuis les années 80, tout ça est en voie de se fracasse. Se fracasse. Mais au fond, si l'on prend votre analyse, est-ce qu'il n'y a pas une continuité entre les figures que vous avez décrites très bien, qui sont les figures de la colère aristocratique et des colères populaires aujourd'hui? Oui, une question au balcon. Une question au balcon. Je voudrais revenir à l'Antiquité après cette approche de l'actualité. Est-ce que Diogène et sa lanterne n'est pas aussi une autre forme de colère que celle que vous avez évoquée à travers Hector, Ulysse et... Oui, est-ce que Diogène et sa lanterne n'est pas une autre forme de colère que celle que vous avez évoquée entre Hector, Ulysse et Platon et Aristote? On va pour l'instant se limiter à ces questions, il y a déjà pas mal. S'il vous plaît, j'ai une question brève qui est peut-être une question dans la salle pour un monsieur qui a posé une question sur quel rapport entre la mythologie et notre monde actuel. Et monsieur là-bas a parlé de dépréciation, mais est-ce que les hommes politiques ne se sont pas dépréciés eux-mêmes, au-delà du casse-toi pauvre con et de Ségolène Royal, qui avait une colère apparemment hystériforme pour ce futur président de la République? Un jour, j'ai demandé à mon père, qui était né en 1916, quelle différence y avait-il sur les hommes politiques de son époque et la nôtre? Et il a pris un temps de réflexion et il m'a dit, tu vois, il ne se représentait pas. Donc, cette dépréciation, c'est aussi
celles que se sont faites les hommes politiques eux-mêmes. Et pour en revenir à vos interventions sur la mythologie, eh bien justement, ce sens de l'honneur s'est totalement perdu. Il n'y a plus de serviteurs de l'État. Ce mot même, on n'emploie plus. Donc c'est peut-être aussi une des raisons de la colère populaire. Bien, nous retenons votre question. Je ne dis pas qu'il n'y aura plus de questions de la part du public, mais il y a une telle accumulation déjà des questions, on va y répondre avant de vous redonner la parole. Bien, ça va être difficile de répondre à toutes les questions. Alors, d'abord, peut-être pour partir de la fin, moi, j'ai un peu de mal, je dois le dire, avec le discours avec l'idée selon laquelle les hommes politiques seraient plus médiocres, que les sentiments humains seraient eux-mêmes plus médiocres, etc. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'au fond, il y a la continuité. Elle est précisément dans la persistance de ces sentiments, de ces passions politiques ou pas, de ces passions morales et politiques, et qui font que lorsque nous lisons Homère aujourd'hui, ça nous parle. Et précisément le fait que ça nous parle montre qu'en réalité, le discours du déclin, ou à l'inverse le discours d'un progrès qui serait au fond sans fin, ce sont des discours qui ne portent pas ou qui ne portent plus. Aujourd'hui, Homère est relu énormément, il est redevenu à la mode, parce qu'au fond, il faut dépasser ces oppositions qui à mon avis, ne sont pas forcément toujours éclairantes pour la situation actuelle. Ce qui m'amène à la situation actuelle. Par rapport à Emmanuel Macron, par exemple, alors c'est évidemment très difficile de répondre, je dirais que dans tout homme politique, et peut-être dans Emmanuel Macron, il y a, vous allez me trouver un peu centriste, mais un peu d'ailleurs en même temps macronien, mais il y a un peu des deux, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez vertical et d'assez qui relève d'ailleurs du thumos chez Macron, une force de vie, un souffle de vie, c'est aussi une manière de traduire thumos, cette idée du souffle qui impressionne, qui a impressionné pendant sa campagne électorale et qui a impressionné par la victoire stupéfiante qui a été la sienne et qui impressionne par son art politique qui, quoi qu'on pense de lui, est réel. En même temps, ça implique un côté Ulysse, un côté rusé, un côté menteur, un côté trompeur, un côté qui peut être pris en bonne ou en mauvaise part. Mitterrand lui-même était surnommé le Florentin, en référence au fait qu'il était à la fois extrêmement intelligent et rusé au sens de l'intelligence, et en même temps extrêmement trompeur, extrêmement manipulateur, machiavélique au sens fort du terme. Donc cette ambivalence de la politique entre la ruse et la force, elle est bien là, à travers les responsables politiques, peut-être plus fortement chez Emmanuel Macron, mais j'en suis pas absolument certain. Par ailleurs, sur la situation actuelle, là c'est plus un point de vue de méthode, il ne faut pas voir chez Homère simplement notre contemporain. Ce qu'il faut considérer, c'est, je dirais, le fait que nous sommes des êtres historiques, nous sommes dans un contexte qui est singulier, mais qu'il y a quelque chose comme un fond d'âme humaine qui dépasse le sentiment de l'appartenir à l'histoire. C'est ça que j'essaie de dire à travers Homère, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse notre présentisme. Voilà. Ça, je dirais qu'Homère, c'est le principal médicament contre le présentisme, qui, à mon avis, est un élément destructeur beaucoup plus que la médiocrité des responsables politiques. Et au fond, la médiocrité n'est que le symptôme de ce présentisme. Et donc ça, à mon avis, c'est vraiment le point le plus intéressant aujourd'hui chez Homère, qui fait de lui un contemporain par excellence. Sur le reste, sur la question de Pascal, oui. Alors, c'est évidemment une question centrale et il y a une sorte de contraste entre la colère aristocratique telle qu'on l'a décrite tous les deux et les colères sociales qui ont été évoquées, je crois, juste avant. Mais il y a quelque chose qui est quand même commun, qui est, et d'ailleurs tu l'as dit hier, Pascal, c'est qu'au fond, cette colère populaire, par exemple chez les Gilets jaunes, elle s'exprime de manière individuelle, c'est-à-dire que la cible, là je ne fais que reprendre tes propos, la cible c'est Emmanuel Macron, c'est un individu, c'est une personne, c'est pas un groupe comme l'a dit Olivier, c'est vraiment une personne, la haine contre Macron, et de la même façon, ce mouvement des Gilets jaunes, cette colère populaire, c'est un mouvement qui peut-être structurellement ne peut pas s'organiser parce que précisément il agrège des colères qui sont personnelles, des colères
peut-être pas aristocratique, mais qui fasse le sentiment de la dépréciation et de la perte, qui exprime une volonté de maintenir d'ailleurs l'honneur, de maintenir leur engagement politique est une manière de retrouver cet honneur perdu par la perte que tu décrivais si bien. Et donc ça, il y a quelque chose d'un peu aristocratique quand même là-dedans, même si la situation de ces personnes est une situation extrêmement précaire et extrêmement difficile. Le sentiment aristocratique n'est pas réservé à ceux qui exercent le pouvoir ou qui prétendent l'exercer. Ce sentiment de l'honneur ce sentiment de l'honneur, c'est quelque chose qui est universel. Et Achille, d'une certaine manière, n'est pas simplement un roi ou quelqu'un qui est un être exceptionnel. C'est un être humain qui va, à un moment donné, exprimer un sentiment d'honneur. Et je crois que l'honneur, encore une fois, n'est pas réservé à ceux qui gouvernent. Oui, je voudrais d'ailleurs ajouter une chose en ce sens pour répondre à Pascal Perrineau et évoquer un philosophe qu'il avait justement évoqué, Stolarczyk. Parce qu'il fait une très belle analyse et qui va nous permettre de comprendre pourquoi l'honneur revient au premier plan. Ce philosophe nous explique qu'autrefois, il y avait des classes sociales bien définies, les maîtres et les esclaves, les seigneurs et les serfs, la bourgeoisie et le prolétariat. Et du coup, chacun à l'intérieur de ces classes avait un statut. Alors, plus ou moins enviable, mais c'était un statut collectif, d'une part, et un statut pour lequel il pouvait toujours combattre pour l'améliorer. Or, nous dit-il, maintenant, ces classes disparaissent, et dans le néolibéralisme mondial, il n'y a plus que des gagnants et des perdants. Et par définition, les perdants sont des humiliés. Et la seule réponse possible pour un humilié n'était pas alors justement la colère. Et c'est là qu'on rejoint ce mouvement de colère populaire et la place considérable que les héros grecs apportent à la question de l'honneur. Juste un point, peut-être avant qu'Olivier ajoute quelque chose, juste pour rebondir sur cette question de l'humiliation qui est fondamentale et qui d'ailleurs fait écho à la question de Pascal et à d'autres questions. Achille est humilié. Il est humilié à la fois à titre personnel et au titre de ce qu'il représente dans la société à laquelle il appartient. Mais ce sentiment d'humiliation, encore une fois, je répète, il n'est pas propre aux héros. Il est propre à toutes les classes sociales, si on réfléchit en termes de classe sociale, il est propre à chacun. Et donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental et qui ne doit pas être lu simplement à travers une grille, disons, idéologique. Précisément, ce qui rend Homère si intéressant, c'est qu'il n'est pas atteint justement par ces grilles idéologiques. Oui, donc je vais répondre aussi en quelques mots. D'abord sur les questions effectivement de méthode, en quoi est-ce que ça nous aide sur le contemporain, etc. Alors, c'est vrai que, et j'imagine comme toi, quand je fais de la philosophie ancienne, j'essaie de tenir méthodologiquement aussi, c'est un impératif qui a été très bien énoncé par Vernant. Il faut surtout résister à l'idée de l'homme grec comme nous étant d'une grande proximité. C'est pas vrai. On n'est plus chez ça, je suis bien conscient. En revanche, c'est utile de revenir au texte parce que, et ça c'est ma première réponse, en quoi ça nous aide? D'abord sur le sens des mots. Colère et indignation, c'est effectivement pas pareil. Et l'importance que la terminologie de l'indignation a eu ces dernières années pour manifester, pour décrire des formes justement de colère. Bon, moi personnellement, je m'en méfie. L'indignation, en tout cas pour Aristote, ça ne peut pas être ça, et il en donne des raisons que éventuellement, moi je trouve encore pertinente aujourd'hui. La deuxième question,
Deuxième grande série de questions, c'est toujours sur le contexte démocratique. Alors, du coup, je n'aurais pas tout à fait la même réponse avec Platon et Aristote, c'est qu'eux-mêmes sont dans un contexte démocratique naissant, qui n'est pas notre contexte démocratique, ça n'a rien à voir, mais n'empêche qu'ils expérimentent effectivement, et ça c'est très intéressant de les lire pour ça, un certain nombre de transferts de termes, de procédures, de dispositions et de comportements dans un contexte démocratique. Et donc ça veut dire que même le cordonnier du coin, eh ben, il va falloir l'écouter à la tribune lorsqu'il est en colère. De la même manière, c'est pour ça qu'Aristote écrit sa rhétorique, susciter un auditoire en colère, c'est susciter aussi l'Athènes démocratique, voilà, de ce point de vue-là. Alors, j'ai pas énormément de réponses à fournir là-dessus. Est-ce que la colère, comment est-ce que la colère se comporte dans un contexte démocratique, dans l'Athènes classique? Eh bien, c'est complètement paradoxal, ce sera la réponse d'Aristote. D'abord, elle a une dimension politique, c'est évident dans les procès. Il y a des procès, on fait souvent une distinction entre les procès personnels et les procès publics dans l'Athènes classique. La distinction, en fait, n'est pas si nette que ça, parce que tous les procès, même personnels, ont une implication politique évidente. Quand on condamne un général ou des généraux, le procès dit des Arginus, qui ont laissé tomber les corps parce qu'ils ne pouvaient pas les repêcher, voilà, qui ont été condamnés, bien sûr, ça a une dimension politique. Condamner Socrate, ça a une dimension politique, etc. Alors en même temps, la réponse d'Aristote et de Platon, ce serait, je pense, de dire que la colère est parfaitement incompatible avec une société démocratique. Parfaitement incompatible. Pour une raison assez simple, et je terminerai là-dessus. Ma réponse, c'est que on imagine que la colère d'un groupe est dépositaire des revendications de ce groupe. Or, dans les politiques, c'est très clair, Aristote, hein, quand il nous donne les raisons, les quelques raisons de ce qu'on appelle la dissension interne, la guerre civile, les causes, c'est la colère qui se transforme en haine. Et pourquoi elle se transforme en haine? Parce qu'elle est personnelle et parce qu'elle est toujours le désir pour un groupe d'avoir plus. Donc je suis désolé de ma non-réponse, mais peut-être qu'ils n'ont pas assez analysé, c'est possible. Mais la colère ne peut pas, enfin, ne fait pas bon ménage avec la démocratie. Et Diogène n'est jamais en colère. D'autant que la démocratie commence et se développe dans et par le dialogue. Et que c'est sa raison d'être. Y a-t-il des questions auxquelles nous n'ayons pas répondu? Il y avait une question en haut sur, enfin c'était pas vraiment une question, mais plus un commentaire sur finalement la relation aux dieux, etc., Ulysse, Athéna, et puis les regrets d'Achille. Oui, mais justement, c'est-à-dire que je suis entièrement d'accord avec la description qui a été faite, parce qu'elle met en évidence, s'agissant d'Achille, l'ambivalence de ses sentiments et le fait qu'il est, encore une fois, mis au milieu, et donc son image est forcément double, et qu'il est écartelé, et c'est ce qui le rend évidemment intéressant et profondément tragique. Ni tout à fait homme pour être un homme, ni tout à fait Dieu pour être un Dieu. Il est ni l'un ni l'autre, il est entre deux. C'est ça qui le rend profondément intéressant pour nous. Merci bien à vous deux. On vous souhaite bon appétit et on se retrouve cet après-midi.